allons aborder aujourd'hui un thème qui est très important. C'est le thème du cloud natif. And we thank you very much, Mr. Abdelatif Zahir, cloud engineer at Google, for your contribution to the success of WhyTalk. WhyTalk is a serial conference of Innov, and here we present different aspects of technology emerging, and we introduce some new technology for our students, and we try every time to present them the latest technologies. And here we present the latest technology in serverless, in Kubernetes, and using some aspects with DevOps. Mr. Abdelatif, welcome. Thank you. Can you hear me? Of course. Yes, it's Abdel Fattah, ماشي عبد اللطيف. Abdel Fattah. And we give you directly the opportunity for contributing for our students, and we try every time to present these technologies. Of course, we have after some questions of our students. They begin to ask us some questions, and I tell them to take time, and they present the questions after. During this meeting, then I need to present WhyTalk with different aspects, and Innov, as you know, contribute for preparing for digital jobs, and we have different aspects during our courses. We have technical aspects with infrastructure, with development tools, and also for security. We have managerial aspects, courses, and for this case, for our meeting today, we have to present your experience in this field. Directly, I give you the opportunity for contributing in our knowledge development. Thank you, Abdel Fattah. Yes, thank you. So let me go ahead and share my slides for a second. Can you see my slides? Wait. Yeah. Yes, good. Okay, cool. Yes, welcome. Thank you. So the way we're gonna do this is I'm gonna do like a quick talk for 30 minutes, and then we're gonna pause and answer your questions. I know that Mr. Saeed has some questions for me. There might be questions from you about the content of this talk or about pretty much my career or careers in cloud or cloud in general. So feel free to write your questions in whatever way, I think in the chat, I guess, and then we'll try to answer them. And Mr. Saeed, if you want to stop me during the talk and just discuss something, I'm happy to do that. Okay? S'il vous plaît, les étudiants, vous pouvez poser des questions sur le chat et moi je vais les traiter, centraliser, les traiter directement avec notre invité Abdel Fattah. Thank you, Abdel Fattah. Yes. Vous pouvez poser des questions en français ou la déjà, je m'en fous. Le talk lui-même sera en anglais parce que j'ai l'habitude de faire ce genre de talk en anglais, mais après on peut répondre aux questions dans n'importe quelle langue. So, hi everyone, I'm Abdel Fattah Sghawar. I am Moroccan. I live in Sweden, Stockholm. I'm a cloud engineer at Google. I've been at Google for almost 8 years now, 4 years working in the Google data center, and then 4 years working as a cloud engineer. I am also a podcast host. I have a podcast called the Cloud Careers Podcast. You can find this on the website you see on the slide, cloudcareers.dev.
It's a podcast where I invite people from the cloud space working in different roles, and I interview them about their careers and how they became, how they got where they are. The podcast itself is in English. That's because most of my professional network is composed of international people. And then I'm also pretty active on Twitter, and you can find me on LinkedIn. And so we're going to talk about cloud native, but not really from a technology perspective, simply because cloud native is not a technology. It's a bunch of concepts, right? And I decided to break down this into 5 main topics, starting with trying to give you like a little overview of how we used to do software deployments. So how we used to write software and deploy it into production, and the history of that and how that evolved over time. Then we're going to talk about containers, because containers seem to be or are kind of one of the basic building blocks for cloud native technologies. Then we're going to talk about Kubernetes, what is Kubernetes and what it does. And then we will go more towards some more high-level concepts. We're going to talk about DevOps, because whenever we talk about cloud, the term DevOps keep coming up very often. So we just try to explain what that is. And then last, we're going to talk about serverless, and then we're just going to answer your questions, right? So a very long time ago, what people used to do is they used to just take a physical server. This is what we typically refer to as bare metal today, basically a physical server, and then deploy an operating system on it, put a bunch of libraries or dependencies, and then deploy the applications. This used to be the common way of deploying applications into production for a very long time, because we didn't know how to do otherwise. Virtualization was not a big thing. Containerization or containers were not a big thing, or were not known at the time. So here I'm talking 25 years plus, more or less, right? And this is the time when like technologies like Unix and mainframes were pretty popular. The main problem with this kind of ways of doing software deployment is that you cannot guarantee isolation between applications on a server, right? If an application goes bananas, it goes wild, if it's hacked, then you're pretty much screwed. Like all your other applications will be impacted. If an application is just using more resources than all the other apps, then all the other apps will be impacted, right? The second largest problem which kind of containers try to solve today is this thing called camel libraries. Essentially, you had to install on the operating system on that server all the libraries or all the dependencies that all the apps need. And that could be a problem, because you might run 2 applications that depend on 2 versions of the same library. So you might have a problem with that. Or you have this traditional problem where your developers are using an operating system with a certain set of dependencies, and then you take these applications that have been compiled on a developer computer and you try to bring it into a server, and then you have a problem where the library version on that server is not the one that the developer used in their computer, and then you cannot run the app. You also had the problem of coupling between applications and OSs. Essentially, if your OS is Linux, then your app have to be built to run on Linux. If it's Windows, it's the same thing. And then, yeah, you had this huge discrepancy between development and production, which I explained. Like your developers are using something different than what your production system is using. Over time, people discovered this thing called virtualization. And the idea of virtualization was that you still take your bare metal server, you put an OS on it, operating system called host, and then on top of that, you put a bunch of virtual machines. And typically, there is a thin layer called hypervisor. And that's basically the piece of software that you run on top of the host that allows you to create those virtual machines. The hypervisor job, essentially, is to take the physical resources available in the server and make them look and virtualize them and make them look physical resources to the virtual machine. So the virtual machine does not know that it's running on top of a hypervisor. It just sees it sees CPU, it sees memory, it sees disk, and it sees network I/O, like if it's running on a physical server, right? And then on top of each of these VMs, which we call guests, you then have your kernel, which is another operating system, and then you have your libraries, and then you have your apps. So this guaranteed isolation, right?
And it sort of solved the problem of common libraries, because now the libraries or dependencies are split between VMs, so you don't have that problem of libraries discrepancy or libraries overlapping between virtual machines. But this is a super expensive solution. I don't know, for those of you who are from the industry, who have been around for a while, you know that it costs quite a lot of money to acquire licenses for something like Microsoft VMware or Microsoft Hypervisor. Or if you want to do it the scrappy, more cheap way, you could go with something like OpenStack or Zen servers and KVM, and you're going to just spend a lot of time compiling kernels. So it is very hard to manage, because you need to have specialized people with specialized skills and knowledge to be able to manage these kind of things. And it still didn't solve the discrepancy between development and production, because at the end of the day, what the developers ship to production is the app itself, not the entire virtual machine. Over time, in the last maybe 7-8 years, certain products try to solve this problem by allowing you to package a virtual machine as an entire binary. And you might have heard of tools like Vagrant from HashiCorp, which essentially allows you to do that. It allows you as a developer to spin up a virtual machine on your computer, do all your development on it, and then ship the entire virtual machine, including the libraries, the kernel, the OS, to production. And then about, I'd say 7 years ago, Docker introduced, or Docker, I would say, democratized or made containers easy. The whole concept of containers, by the way, existed way before Docker. We used to do containers on Linux using something called LXC, LXD, and chroot and cgroups and namespaces. These are concepts you can look up later if you want to understand how containers work under the hood. There is a very popular YouTube video you can look, just go on YouTube and look for building containers from scratch. And there is like a pretty popular talk by somebody who actually showed how you can build a container using these like existing Linux technologies that I talked about. But what Docker really did is just added an abstraction layer to make managing the containers easier. So instead of you having to mess with chroot and cgroups and LXD, LXC, etc., you just use like a higher level tool where you just define your container build steps in a file, and then you run a command line against that file, and then you get a Docker container. And so what containers essentially do is that they act pretty much like VMs, except that there is no OS inside the container. The container is essentially the app itself and the dependencies it needs. And then the container itself is an executable. So instead of having an exec file or like a par file or something like, or like a jar file, if you're building Java applications, you get a Docker container or a container. That container is basically, you're able to run it in whatever operating system you have a container runtime on it, right? So you can build the container on your computer and then take that container to a server which has a container runtime, and then you'll be able to use it. The only restriction here is that you will be able to have, you should build on the same architecture you're running on. So if you are running a Linux computer or a Mac computer, then you will be able to only run your containers on Linux or on Macs. You're not going to be able to run it on Windows, because container windows are built differently. If you are building containers on an x86 architecture, you're not going to be able to run it on an ARM PC or an ARM, like a Raspberry Pi or something like that. So this kind of solved the problem of the libraries, because now the libraries are sort of packaged with the application. It has less overhead compared to the previous solution, which is the virtual machines, because you can see here each VM has like an entire operating system stack. In containers, there is no entire no OS. And it kind of somehow solved the problem with dependency between the operating system and the host, which I explained earlier, like Linux containers only run on Linux and Windows containers only run on Windows. So what are containers? So containers are a method to package an application executable and its dependencies in a single format. So it's a way to package an application. So the executable is essentially the compiled code, and the dependencies are essentially what the application needs to run. So the libraries, the configuration, the runtime, etc. And it allows you to run this package, which we typically call container image, as a set of resource isolated process. So when you are running a container, for those of you who have used Docker before, when you do a Docker run on your computer, you can, if you are on Linux or on Mac, you can just go behind and do something like ps-ef, and you will be able to see that your container looks like a process from the operating system. I mean, you have studied operating systems, you know what a process is. Basically, Docker, what it does when you do a Docker run,
it starts the Docker daemon, it forks itself, and then it executes your code inside that fork, and it becomes like an isolated process, right? There are several container runtime interfaces on the market. I forgot to add one here, which is Containerd, but these are the kind of popular ones. You have Rocket, the RKT is typically called Rocket. You have Docker, and then you have Containerd is the latest one. This slide is not very clear, but basically what these tools are. So some of these tools are actually only container runtime interfaces, like Containerd is only a container runtime, so it only allows you to run containers. But some other tools like Docker, for example, is much more than that, because Docker has the container runtime part, but it also has a way to build containers. It has a way to host containers, which is called the registry. So it's like a kind of a server we can run the server, the registry, and then push and pull containers from, and stuff like that. Containers have quite a lot of advantages. So they allow you to have this thing called immutable infrastructure. If you end up working in cloud, there is one terminology we end up using quite a lot in cloud environments. It's called the pet versus the cattle technology. And what does that mean? Essentially, pets and cattle. Pets are cats and dogs. So these are animals that you have to care for and you have to take care of, and you have to, like, you know, take to the vet when they are sick, etc. And that essentially refers to what I described earlier, the old way of doing things, where each server in your infrastructure performs a specific task, and then you have to take care of that specific server. And if that specific server is down, then you have to take care of it and you have to care for it, right? Kettles is essentially cows and sheep. And kettles, the idea with it is that it's replaceable, right? It's something that if it goes down, like when we raise sheep to eat or to feed on as humans, if we sacrifice one of them, we can just raise more, right? And the whole idea is coming from this immutable infrastructure, where basically we say that my infrastructure is a bunch of components that are ephemeral. They can just disappear at any moment in time, and my application should be able to recover from failure. And that's what containers allow you to do, because they are small, they are easy to run, they don't take a lot of time to start up. So you treat them as a kettle, you treat them as a set of resources that can basically go down and up, and then can scale up and down at any moment in time without impacting your application. They are faster to deploy. They are reusable. Reusability in containers means basically you can actually build your container based on an existing one. If you have done Docker before, the first line in a Docker file is from, and that from is essentially you are pulling from an existing Docker container and you're just adding things into it. You can version them. You can isolate them. They are pretty portable, although portable between codes, between the same architectures. They are easy to share and they are easy to introspect. So basically means to debug, right? But containers bring up new set of challenges. So how do you manage the workload? How do you manage the connectivity, scaling, deployment, health check, logging and monitoring, debugging, access control, etc.? And that's essentially what Kubernetes is trying to solve. Kubernetes is a container-centric infrastructure. It's a way for you to abstract the infrastructure on which you run your container from your containers itself. So without Kubernetes, if you want to run containers, you have to basically decide, I have this set of virtual machines or this set of physical servers, and I'm going to run these 3 or 4 containers on this server, these 3 or 4 containers on this other server, these 3 or 4 containers on this third server. So you have to decide which goes where. With Kubernetes, essentially what you do is you add a layer on top of all these 3 servers, and then instead of you deciding where things are going to run, you just tell Kubernetes I want to run something, and then Kubernetes will decide where to run it for you, right? It does a bunch of things like scheduling. Scheduling is essentially what I just described, deciding where a container would run. It manages the lifecycle and health of the container. So if a container is, it makes sure that the container is always running. If it's down, it will restart it. If like one of your nodes is down, then the container will be rescheduled to a different node. It takes care of scaling, which basically is increasing the number of containers up and down. It takes care of naming and service discovery. So basically allowing you in an easy way to find where a container is within your environment. It takes care of doing load balancing. It takes care of storage, logging and monitoring, debugging, and identity and localization. So this is what Kubernetes is. And to really be able to visualize what Kubernetes is, you can think about it as a way to have multiple computers, multiple nodes. They could be
physical servers or virtual machines, have a way to take all of these nodes and make them look like a single big computer. And then what you do as an operator is you don't interact with the nodes directly, you interact with the Kubernetes master, which is like one component. I'm not going to go into details. And you tell that master what you want to do, and then that master will take care of finding where to run your containers dynamically, rescheduling them. If a node goes down, it will just reschedule them automatically, etc. And with that, I'm going to take a segue. Unless there is a question, I could probably just jump into the next section directly. Maybe there are no questions, then I can probably just go directly to the next questions. The next section, sorry. So then with this whole concept of containers and Kubernetes and cloud and stuff like that, a new sort of concept emerged, which is DevOps, which is, in my opinion, a term which is used and abused in many ways because people don't really understand what it means, and DevOps could mean different things in different environments. But again, in the spirit of trying to understand something by understanding what problem it solves, here is the problem with non-DevOps or legacy way of doing things. In the past, what we used to do is that you have a business person that says, we need to build something, right? We need to build a feature, we need to build a tool. That is handed off to a UX person, or probably another term for it would be a consultant fonctionnaire, like a fonctionnel, like a functional consultant, who will translate what the business says to a technical specification, which then is handed off to the developer who would build that feature, which hands it on to the QA, the quality assurance people, who will make sure that feature works well, who will hand it off to the ops, to the operations. The operations are the system administrators that are responsible for production. Now, if the operation person realizes there is a problem with the app and it doesn't work, they have to go back to the developer to ask them to fix their code. And this created this sort of, we call it the wall of collusion, where essentially, as a developer on the left side, what you are aiming to do is change applications. You want to introduce features, you want to introduce new apps, you want to make your end users happy and to make the business happy. But what the operations people want is stability. And if your developer, if the developer keeps shipping code which doesn't work, that impacts stability, right? If each time we deploy a new feature, then something is broken and then we have to revert back, then that's not something that operations people want necessarily. The idea of DevOps essentially is to, instead of having these two teams trying to work together or essentially blame together, you just merge them into a single team called DevOps. A DevOps team is the team which is responsible for taking up an idea from the business or from the customers and turn it into a feature. And they own the end-to-end, we call it software development lifecycle, SDLC. So essentially, you have a group of people that have a combination of skills in software development and in production or operations, and then they take an idea and then they develop it, they build it, they test it, they do the QA, they deploy it, they gather the feedback, and they reiterate. And basically, this what that gives you as a difference between how traditional IT is done and how DevOps IT is done is on several aspects, right? On the impact aspect, in traditional IT, we always use cost as a metric. So a traditional IT organization would always be looking into reducing costs, and that's what the success metric for them. In a DevOps environment, you are trying to satisfy the business KPIs, the key performance indicators. The business says, we think that we need to build this feature because we're going to make more money. That's a KPI. The DevOps team needs to implement that KPI. In traditional IT, usually releasing stuff takes months or years. I have worked in traditional IT before. I know how it works. In a DevOps world, that should be days or weeks. In a traditional IT, you work on projects. On DevOps, you work on products. So you don't work on a project, which is the infrastructure or the network or the storage or the security. You work on an end-to-end product. You own the entire stack from the hardware all the way into the software.
In traditional IT, teams are typically siloed and matrix. It's what I explained to you earlier. If you go to a traditional IT org, you will find that you have your security team and your network team and your storage team and your compute team. In a DevOps environment, you just blend all of this into a single autonomous self-contained team. So the team should have all the skills they need to be able to run their application. Releases in a traditional IT are usually high-risk events. Typically in traditional IT, you would release every 3 or 6 months, and you would organize a weekend, a war room, 20 people, 6 people on call, people sleeping on the floor, doing 24-hour shifts before releasing a feature because there is a high risk, because you are doing really major changes and trying to introduce them as one go. In a DevOps environment, that should not be a problem because you're continuously introducing new features, right? And yeah, in a traditional IT size, your applications are typically large, while DevOps is sort of always synonym of microservices. From a technology perspective, in a traditional IT world, you rely on humans to do things. In the DevOps world, you rely on automation. In a traditional IT, your application is usually tightly coupled, and this is due to the fact that traditional apps tend to be monoliths, which is like large, big applications that does everything. In a new cloud DevOps way, you try to loosely couple the applications with APIs and run microservices that talk to each other through APIs. And then in traditional IT, although I don't agree with this one, that in traditional IT you run in data centers and DevOps you run on cloud, typically you can do cloud in your own data center and you can do traditional IT on cloud. I mean, it's not necessarily like that. And with that, I'm just going to move to my last piece of content, which is serverless. It's this new buzzword, I would say, that have been sort of hovering over us in the last few years. What serverless typically refers to is the fact that as a developer, you use a platform without having to care about the underlying infrastructure. And serverless typically means no servers for you as a developer or as an end user, but it doesn't mean that there are no servers. There are servers that are just abstracted away from you. You don't see them. You don't touch them. You don't SSH into them. You just have an API endpoint, or you have like an IP address, ports, and then you just send your code there, and then the cloud provider will run that for you. It comes typically with fully managed security as part of the serverless offering. It has a pay only for what you use. Most serverless offering has some sort of pay per request or pay per storage or pay per compute time type of payment model. It's event driven in the sense that when you deploy a serverless application, it's triggered by an event. An event is usually like an HTTP call or something like that. And ideally, it should be open. Although not all serverless offers that exist today on the market are open. And serverless is not just about compute. Serverless is about a lot of things. Compute is a major component of serverless, but we can also talk about serverless in the storage space. When you use Dropbox to store your files, that's a serverless offer, right? Because you don't really care about the servers running Dropbox. You just send a bunch of files to an API, and then that API will just store them for you. Databases also can be serverless. There are lots of examples of serverless databases in the market. Data warehouses and data processing pipelines can also be serverless. Messaging queues can also be serverless. There are a lot of things that can actually be serverless. It's not only compute. And with that, I will stop here and open it up for questions, if there are any. Exactement. Le temps que les questions arrivent, je vais faire une petite illustration pour qu'on puisse intégrer tout le monde dans le sujet. Vous savez, dans le passé, lorsque les centres de traitement effectuaient les différentes activités, les différentes activités de journée, activités aussi de fin de journée, on avait le temps d'arrêter, bien sûr, à la fin de journée, on arrêtait le serveur, les activités, on faisait les backups, on faisait les traitements de fin de journée classiques. Aujourd'hui, le business exige à ce qu'on tourne 7/24. On ne peut pas arrêter parce qu'il y a des transactions qui tournent, des transactions on est online, des transactions pour des transactions qui suivent le soleil.
On n'arrête pas. Donc, ça, c'est follow the sun, comme on dit. Et pour cela, on est amené à disposer la continuité de développement, donc, et aussi la continuité de l'intégration avec d'autres éléments. Et quand vous avez, ça c'est la clé bien sûr du problème, la clé qui nous permet d'abord de poser comment vous, vous assurez les différentes continuités de ce service-là. D'un autre côté, lorsqu'on parle de serviceless, comme vous avez bien expliqué, moi je dis service managementless. C'est pas le service, le serveur existe, mais on s'occupe pas de sa gestion. On paye tout simplement et le service est derrière. Oui. Alors, à travers ceci, il y a une première question. Can you tell us about, là, vous avez la question de M. Razali. Can you tell us more about your career? Yes, of course, it will be interesting. It will be interesting. Alors, là, lorsque vous avez traité à la fin, vous avez traité deux types d'architecture à la fin. Service-oriented architecture, aussi event-driven architecture. Là, vous avez présenté event-driven. Est-ce que maintenant la question, est-ce que les solutions que vous avez au niveau de Google, est-ce qu'elles présentent des outils qui sont facilement accessibles par le développeur? Et à travers ceci, j'aimerais bien que vous enchaîniez par votre carrière au niveau de Google, comment vous avez intégré, quel est le quotidien chez Google. Donc, j'ai repris deux grandes questions, une question technique et une question HR, if you want to answer, please. Bien sûr. Alors, je réponds à la première question. C'est en fait, moi, j'ai intégré un peu le monde du tech, on va dire vers le pic de l'utilisation du terme SOA, le Service Oriented Architecture. C'est un peu le summum. Mais c'est quelque chose qu'on n'entend pas ou moins parler, et maintenant on parle plutôt de Event-Driven Capability ou bien de Serverless Architecture, etc. Et en fait, tout ça vient d'un concept très simple. C'est que pour pouvoir faire du event-driven et pour pouvoir faire du serverless, c'est toute une mentalité de développement qu'il faut adopter. C'est pas juste la technologie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas juste quelle technologie je vais utiliser pour pouvoir développer une application, mais c'est comment je vais développer l'application. Donc, vous avez parlé tout à l'heure avant, on faisait des arrêts de production à la fin de la journée pour pouvoir faire les backups, etc., pour vérifier que tout fonctionne correctement. Maintenant, on ne peut plus faire. Et surtout, ça, c'est surtout vrai quand vous avez un site web, e-commerce qui tourne 24 heures sur 24, pensez Amazon, un truc du genre. Et donc ça, en fait, ça demande une mentalité de développement différente, une mentalité d'approcher le problème différente. C'est là, par exemple, où on parle de trucs comme le ephemeral infrastructure ou bien le concept de cattle, c'est que en fait, ton infra n'est plus un certain nombre de serveurs qui occupent des fonctionnalités clés, mais c'est plutôt un ensemble de services qui sont déployés sur une infrastructure ephemeral, c'est-à-dire une infrastructure qui peut disparaître à n'importe quel moment. Et il faut s'assurer pendant le design et l'architecture de l'application que l'application peut reprendre ou recover, comme on dit en anglais. Un autre terme qu'on appelle c'est self-heal. Self-heal, c'est que l'application peut se remettre en marche d'une manière automatique sans intervention humaine. Et donc, la question que vous avez posée par rapport à l'accessibilité des produits chez Google, en fait, nous, on a beaucoup de produits dans le cadre du serverless. Donc, j'ai parlé un peu de ce qui est base de données, AI, des API, etc. Mais je vais parler d'un produit qui est un peu, peut-être le plus simple, le plus accessible, c'est Cloud Run. Donc, Cloud Run, c'est un outil qui permet en fait de déployer des containers, tout simplement. Et donc, c'est très simple dans le sens où tu écris un container, donc tu écris un Dockerfile avec la manière de construire le container. Et puis, tu peux juste le déployer si tu veux ou l'uploader sur Google. Et puis, nous, on va prendre ce container, on va le faire tourner chez nous. On te produit un URL HTTPS, donc avec des certificats SSA.
Donc, enfin, je sais que vous étiez dans le domaine depuis longtemps. Vous savez qu'avant, pour pouvoir configurer un serveur HTTPS, c'était beaucoup de travail. Il faut des certificats, il faut un serveur web, des trucs comme ça. Maintenant, c'est vraiment ces deux commandes, ces deux lignes de commande. Il y a même la possibilité, en fait, avec Cloud Run, de dire le code d'IALI, il existe dans un Git repo, et puis juste déploie-le. Et puis, nous, on va aller faire un clone sur le Git, on va builder le container et on va l'exécuter. Donc, c'est vraiment très, très, très accessible, quoi. Et pour donc, la carrière, oui, parce que nos jeunes sont intéressés par les modèles tels que le vôtre. Hein. Oui. Alors, Anna, j'ai commencé au Maroc. J'ai fait les études, donc le bac, après STA 2 fois, 2 diplômes d'STA de bac plus 2. Après, j'ai intégré l'IGA, enfin maintenant on appelle ISGA, mais avant ça s'appelait IGA, l'Institut supérieur de génie appliqué. J'ai fait mon master de software engineer là-bas, puis j'ai intégré une boîte au Maroc qui s'appelle M+1, qui existe toujours. J'ai travaillé en tant que data center engineer. En fait, je faisais un peu du DevOps, mais comme je faisais beaucoup de DevOps, donc je faisais beaucoup d'administration système, de développement, etc. Mais comme je travaillais aussi avec les clients de notre data center, donc le titre c'était data center engineer. Donc, en fait, c'est juste une manière de dire que je faisais un peu tout parce que c'était aussi une startup, une petite boîte. J'ai travaillé 2 ans et demi là-bas, et puis en 2013, un recruteur de chez Google m'a contacté sur LinkedIn. Il m'a dit voilà, on a vu ton CV. Il m'a contacté par email, mais il a dit qu'on a vu ton profil sur LinkedIn, ça nous intéresse, etc. Et donc, eux, ils cherchaient des Hardware Operations Engineers pour le data center de la Belgique, et ça correspondait un peu à ce que je faisais moi chez M+1. Donc, on m'a contacté, j'ai passé 6 entretiens au total, donc 2 entretiens téléphoniques, techniques, et puis 4 entretiens sur site. On m'a fait arriver, j'ai pris un vol vers la Belgique, vers le data center. J'ai passé 4 entretiens sur site. Pour les gens qui se demandent, en fait, généralement, les entretiens avec Google, c'est entre 6 et 8. Et généralement, c'est un seul entretien avec un manager, mais tous les autres entretiens, c'est avec des gens qui font le même travail, des gens qui sont dans le même poste pour lequel vous êtes en train de postuler. Donc, j'ai passé 4 entretiens sur site, 3 techniques, 1 avec un manager. Ils m'ont donné une offre, j'ai accepté, j'ai déménagé en Belgique en 2013. J'ai passé 4 ans en Belgique dans le data center de Google. Donc là, j'ai fait beaucoup de trucs. J'ai travaillé un peu sur le data center lui-même, dans la partie opérationnelle du data center. J'ai aussi travaillé un peu dans une équipe qui s'occupe de ce qu'on appelle le YouTube Cache Infrastructure. En fait, aujourd'hui, quand vous sortez votre téléphone mobile et vous connectez sur YouTube pour regarder une vidéo, on ne stream pas la vidéo. Enfin, le streaming n'est pas fait dans le data center parce que sinon, ça va être il y a trop de latence. Donc, en fait, c'est streamé du cache. Cache, c'est des serveurs qui sont déployés un peu partout dans le monde et dans lesquels on cache en fait les vidéos. Et donc, moi, j'étais dans l'équipe qui maintenait cette infrastructure. Après, j'ai fait à peu près 1 an en tant que data analyst en interne. Et puis, en 2017, je voulais juste changer. J'avais envie d'essayer autre chose. Donc, je me suis retrouvé dans l'équipe cloud. Donc aujourd'hui, je suis Cloud Engineer dans une organisation qui s'appelle PSO, Professional Services. C'est un peu l'organisation consulting de Google Cloud. En fait, on travaille avec les clients de Google Cloud sur des thématiques de migration, d'implémentation, etc., etc. Donc, quand j'ai intégré cette équipe, je n'avais pas d'expérience avant. J'avais juste, j'avais de l'expérience en infra, et c'est un peu ce que je fais maintenant, mais en même temps, j'ai commencé à travailler aussi sur des projets Kubernetes, sur des projets containers, sur des projets service mesh. Mais en fait, ce sont des concepts qui sont, si vous avez en fait les concepts de base du tech, faire du Kubernetes, c'est pas trop compliqué. Et donc voilà, je fais toujours la même chose. Je travaille avec des grands clients, Spotify, des grandes banques, Deutsche Bank, Commerzbank, sur des projets de migration, d'implémentation de solutions sur cloud, d'applications avec beaucoup de trafic, etc. Donc voilà. Merci beaucoup, Abdelfatah. Vous avez une autre question? Je crois que vous voyez l'écran, hein? Oui, c'est affiché. Alors, si Mehdi, le cache, il vous demande tout simplement, entre autres, quelles sont les différentes orientations, les compétences qu'on doit avoir pour confronter aujourd'hui
le défi de la technologie de cloud ainsi que les différents impacts sur la programmation. Alors, à votre avis, quelles compétences doit avoir un jeune, hein? Quelles compétences doit avoir? Moi, je ne pense pas qu'il y a une différence entre le cloud et la programmation de toute façon, en termes de compétences techniques, parce que ce sont deux domaines complémentaires. Le cloud, c'est juste une... En fait, il faut s'enlever de la tête avec l'idée que parce que le cloud devient populaire, ça va changer quelque chose. En fin de compte, on aura toujours besoin de développeurs. En fin de compte, on aura toujours besoin de gens qui font de l'opérationnel. Peut-être d'une manière différente de comment on faisait un peu l'opérationnel dans le traditionnel, mais ça va continuer à exister. Les gens qui font du Ops, les gens qui font du Dev, les gens qui font du UX, du front-end, du back-end, etc. Peut-être le changement, c'est juste la manière de faire les choses, la mentalité de travail, la manière de construire les applications, de les architecturer, de les déployer, etc. C'est ça qui change avec le cloud, mais les concepts de base. C'est pourquoi moi, quand on me demande qu'est-ce que je dois faire pour aller dans le cloud, je dis il faut se concentrer sur les bases, sur les building blocks, comme on dit, donc programmation, operating systems, bases de données, etc. Donc voilà. Bien. Alors, une deuxième question qui, attendez, je vais afficher, qui parvient de Hamza Assad. Alors, il demande, il est passionné de sécurité, il aimerait bien savoir, et aussi il commence à s'intéresser énormément au cloud. Il désire savoir comment est-ce que la combinaison entre les deux, le cloud et la sécurité, est-ce que c'est un atout pour une carrière et qu'est-ce que vous lui conseillez? D'accord, je suis en train de lire la question. D'accord, ok. I'm a personal. I have started to take in the cloud. So my question: how can I combine the two? Required certification, career path, etc. Alors, je suis pas un spécialiste de la sécurité, mais en fait, les concepts de sécurité qu'on utilise dans les applications traditionnelles, en fait, encore une fois, il faut s'enlever de la tête l'idée que le cloud change quelque chose. C'est les mêmes concepts tech qu'on utilise dans le cloud que nous sommes en train d'utiliser qu'on utilisait avant dans le traditionnel, qu'on utilise toujours dans le cloud. Parce que il n'y a pas de changement de protocole, il n'y a pas de changement de système d'exploitation, c'est toutes les mêmes technologies, les mêmes outils, les mêmes tout. Après, maintenant, dans le cloud, il y a peut-être une sorte de changement de mentalité. Point de vue sécurité, maintenant, je peux vous donner quelques idées, enfin quelques exemples de conversations que j'ai avec les clients avec qui je travaille. Un exemple simple, c'est le fait que, par exemple, quand on déploie une application sur le cloud, c'est généralement public. Et c'est accessible publiquement, mais ça demande de s'authentifier. Il y a des gens qui ne comprennent pas que c'est comme ça, en fait. Par exemple, quand je prends le cas de Cloud Run, le service dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas possibilité, en fait, de déployer une application sur Cloud Run et dire que cette application est privée, genre uniquement accessible à partir d'un réseau privé. C'est pas possible aujourd'hui. L'application a un URL public, mais ce qu'on peut faire, c'est dire que cette application doit être accessible uniquement aux personnes authentifiées. Et il y a une manière de faire cette authentification. Donc, c'est surtout ce changement de mentalité, de dire quand on part dans le cloud, on part dans le principe de c'est sur Internet, c'est pas dans notre data center. Il y a des choses qu'on pouvait faire dans le data center qu'on ne pouvait pas faire autrement ou dans le cloud. Il y a aussi maintenant des exemples, des conversations que j'ai avec les gens qui veulent utiliser exactement le même type de firewall, exactement les mêmes types de WAF qu'ils ont sur le data center dans le cloud, ce qui n'est pas possible. Il y a des gens qui ne comprennent pas que les concepts de load balancing et de firewalling dans le cloud, ils ne sont pas implémentés de la même manière, dans le sens où il n'y a pas une sorte de box ou de boîte noire auquel on peut accéder par SSH pour pouvoir voir un peu ce qui se passe. C'est distribué, c'est différent. Alors, en termes de recommandations, moi, je recommande déjà se documenter très bien sur tout ce qui est concept de SDN, Software Defined Network, parce que le cloud, il est basé sur ça principalement. Du WAF, de Web Application Firewalls, mais ça, vous devez connaître si vous êtes dans la cybersécurité. De regarder un peu les technologies dans le sens de genre Static Code Analysis, tous les outils qui s'émergent aujourd'hui de scanning et de recherche de vulnérabilité dans les containers. Il y a beaucoup d'outils qui te permettent de
prendre des containers qui sont déjà créés et de pouvoir en fait les chercher dedans s'il y a des vulnérabilités, etc. Il y a beaucoup d'outils pour faire ça. Je ne pense pas qu'une certification est requise. Après, moi, ce que je recommande toujours, c'est de commencer par avoir une expérience, trouver un boulot, un job, un projet sur un cloud spécifique et après regarder s'ils ont des certificats de sécurité. Donc, voilà. Très bien. Bien, là c'est intéressant. Alors maintenant il y a Belgnaoui, d'accord, l'un de nos chevronnés dans le domaine de l'infra, qui a une question très très pointue. Alors il vous dit tout simplement que il a un cluster qui est hébergé, hein, et qu'il veut passer de 1.14 à 1.19. Qu'est-ce que vous envisagez pour lui? Oui, en fait, entre 1.14 et 1.19, il y a beaucoup d'API qui ont changé dans le upstream de Kubernetes. Moi, ce que je recommande, c'est créer un nouveau cluster sur la nouvelle version et essayer de déployer l'application sur ce cluster. Et puis, vous allez pouvoir... En fait, moi, ce que je recommande généralement, en fait, Kubernetes lui-même, pour les gens qui nous écoutent, Kubernetes, c'est un projet open source. Et des fois, il y a des choses qui changent dans le projet open source, donc ce qu'on appelle upstream, dans le code. Et puis ça impacte en fait les cloud providers, tous les cloud providers. Et c'est généralement dans ce changement de version où il y a des API qui changent, où tes applications utilisent certaines versions de l'API qui sont plus disponibles, etc. Moi, un truc que je recommande, et ce qu'on fait généralement avec nos clients pour pouvoir capter ça, pour pouvoir détecter ça, c'est en fait, on recommande aux clients d'avoir un environnement qu'on appelle ephemeral, un environnement trashable, si vous voulez. Et en fait, l'idée, c'est que vous aurez un pipeline, un outil d'automatisation qui va constamment créer un cluster sur une nouvelle version, déployer l'application et tester l'application. Et puis, détruire le cluster et faire ça d'une manière constante, genre une fois par semaine, ou là, une fois tous les 2 semaines, ou là, 2 fois par semaine, ou là, une fois par jour. Ça dépend en fait de la vélocité de changement de l'application. Ce que ça va permettre, c'est de détecter regression. Donc, détecter en fait les régressions dans les changements. Donc, à chaque fois qu'on teste sur une nouvelle application, on va se dire, bah tiens, cette API n'est pas disponible. Ça, d'un autre côté, je pense que Helm, ils ont un outil pour pouvoir gérer ça. Donc, regarde un peu du côté de Helm pour voir s'ils ont des trucs comme ça. Parce que je sais qu'ils ont des outils pour détecter automatiquement quelle version de Kubernetes et changer les API automatiquement. Très bien. Là, je crois que vous avez abordé convenablement le sujet pour nos étudiants. Alors là, il y a Mehdi Loukash qui reprend encore une autre question, beaucoup plus pointue. Alors, je vous laisse le soin de traiter parce qu'il présente un aspect à la fois business. Ouais. Google investit dans le cloud. How far exactly Google is investing in the cloud, meaning is Google actually using technology to deliver products? En fait, oui et non. Le cloud de Google, il est utilisé en interne sur quelques produits, mais pas massivement. Ça a une explication très simple. Enfin, il y a des efforts pour pouvoir utiliser beaucoup plus du cloud Google en interne, mais la réponse est très simple. En fait, Google a une infrastructure qu'elle a développée depuis 15 années. Ça fait 15 ans qu'on est en train de développer nos outils internes avec le truc interne, l'équivalent de Kubernetes qu'on appelle Borg en interne, B-O-R-G. Ça fait 15 ans qu'on est en train de développer ça, on ne va pas changer d'un moment à l'autre. Enfin, si vous avez déjà travaillé dans un grand organisme, vous savez que le changement n'est pas facile. Donc, on est en train d'investir, mais ça bouge un peu doucement. Et puis, de toute façon, l'infra qu'on a fonctionne. Et comme Google est une société américaine, il y a cette mentalité de « if it's not broken, if it ain't broken, don't fix it ». Enfin, si ce n'est pas cassé, ça ne sert à rien de changer. Et donc, la deuxième question, on the other hand, how does Google handle Google Cloud Platform releases? What are the engineering roles behind the products? And what are the knowledge requirements to reach that level? En fait, en gros, Google, pour tout ce qui est produit, parce qu'en fait, il faut savoir que Cloud, c'est juste un des produits de Google. Pas le Search, pas le YouTube, pas les produits qu'on a en interne. Et en fait, Cloud, comme n'importe quel produit, il suit un peu la même manière de développement et de release. Chez Google, on a 2 rôles ou 2 jobs majeurs dans la partie engineering. Il y a les software engineers et les SRE.
Les software engineers, c'est les gens qui développent les applications. SRE ou bien Site Reliability Engineering, qui ne sont pas du DevOps, c'est différent du DevOps, c'est eux qui s'occupent de la prod. Et en fait, généralement, comment ça se passe? Donc, alors là, je vous recommande d'aller voir une série de livres qui s'appelle de Google SRE Books. Je pense sur google.sre ou bien sre.google, je ne me rappelle pas. Mais juste chercher sur Google SRE Books. Vous avez 3 volumes que vous pouvez lire pour comprendre un peu la mentalité SRE. Et je vais essayer de reprendre rapidement ce que SRE font. Imaginez que nous avons une application qui est nouvelle, un nouveau produit qui n'existe pas, on va le sortir. Donc, avant de le sortir, les software engineers qui ont développé l'application qui sont bien sûr aidés par des product managers, par des UX, UI, test engineers, etc. Donc, ils développent l'application, d'accord? C'est eux qui décident en fait de l'architecture, de comment ça va être, etc. Ils développent l'application. Et avant de la mettre en production, ils vont aller travailler avec les SRE, donc ils travaillent ensemble sur ce qu'on appelle, il y a un process qui s'appelle Software Readiness Review. Software Readiness Review, c'est un process par lequel le SRE, il juge est-ce que avec le produit, il est prêt à sortir sur le marché, prêt à être mis en production. Et donc, pendant ce process, les SRE vont pouvoir dire au software engineer, non, changez ça, il faut avoir du monitoring ici, par là, etc. Et donc, une fois que le produit, il passe ce process-là, et qu'il est officiellement supporté par SRE, donc il est mis en production, les SRE ils sont en call, donc il y a une astreinte qui permet en fait de les pinguer ou de les appeler pendant la nuit si jamais quelque chose ne va pas. Et donc, quand eux, ils se réveillent, ils regardent ce qu'il y a, donc s'ils peuvent régler le problème, ils le règlent, sinon, ils peuvent aussi appeler l'astreinte de l'équipe de dev. Et donc, dans ce concept de SRE, il y a toujours cette question de SLA, donc en fait, les objectifs de disponibilité, et que la manière dont ça fonctionne, les software engineers, le produit peut continuer à, si vous voulez, faire des releases de nouvelles versions, de nouvelles fonctionnalités, du moment que ça n'impacte pas la disponibilité. Et donc, il y a des manières de calculer la disponibilité, il y a des objectifs qui sont mis en place, il y a des manières de calculer la disponibilité, et puis il y a ce qu'on appelle un error budget, un budget d'erreur qui est donné aux software engineers. Donc, les SRE, ils maintiennent ce budget, et si jamais les nouvelles releases, comme vous avez dit, font de telle sorte à ce qu'on dépasse, on éclate le budget d'erreur, les SRE, ils ont la possibilité de dire, bah, stop, on va arrêter de faire des releases de nouvelles features, maintenant vous travaillez sur la stabilité. Et donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. En fait, entre parenthèses, je viens de parler, pour les gens qui sont dans le call, je pense que vous êtes familier avec le concept de Geeks Blabla, qui est une page Facebook, une communauté tech sur Facebook. Je viens de leur suggérer aujourd'hui de faire un live joint à propos de comment rejoindre Google. Et donc, il y aura des Marocains qui travaillent dans Google dans plusieurs rôles, y compris moi. Il y aura un SRE, il y aura un SWI, il y aura plusieurs gens. Et on va en fait parler un peu de notre expérience, ce qu'on fait tous les jours, comment ça fonctionne, les interviews, etc. Donc, gardez l'œil sur la page Facebook, ça va arriver fin juin. Très bien. Alors, il y a encore 2 questions, hein, si vous permettez, ça ne vous dérange pas. 2 dernières questions. Bien Alors, sûr. Une question qui s'oriente beaucoup plus vers l'architecture en tant de solutions qui se basent sur le développement. Alors, ici, le développement basé sur l'architecture comme solution, qu'est-ce que vous en dites? Of no code, at least code minimalism will change that it work environment from a development focus to solution architecture one. Yeah. Yes, oui. En fait, ce concept de no code, c'est en train de devenir un peu une sorte de mode. Là où je vois personnellement que ça se développe pas mal, c'est dans le développement web. Moi, personnellement, quand je voulais en fait mettre en place le site web pour mon podcast, bah, j'ai pas écrit le code, j'ai utilisé juste un outil Squarespace qui est très connu pour générer le site web. Comme ça, je n'ai pas à me passer le temps à éditer du code web. En fait, c'est très simple. Architecture-based development, j'ai un peu de mal à comprendre ça parce que le problème, le constat que je fais personnellement, c'est qu'aujourd'hui, même quand on est en train de faire de l'architecture avec des outils qui existent, donc en fait des composantes existantes, il y a toujours possibilité de faire de l'intégration. Et ça demande d'écrire du code. Donc le glue code, on appelle glue code, c'est en fait la manière de prendre 2 solutions, 3 solutions et de les intégrer, de les faire fonctionner ensemble.
Ça d'un côté. Mais d'un autre côté, il y a toujours besoin d'écrire du code pour implémenter la logique business. Et ça va continuer à exister parce que les business, ils sont pas les mêmes. Genre une société qui vend des burgers, c'est pas la même chose qu'une société qui fait de l'assainissement. Donc, il y a toujours besoin en fait d'écrire du code pour pouvoir implémenter une logique spécifique de ce business. Et dans ce monde-là, je pense que la seule solution en fait de pouvoir ne pas écrire du code, c'est d'utiliser un ERP, Enterprise Resource Planning. Et là, c'est un autre monde même dans le monde des ERP, il y a toujours quelques besoins d'intégration. Mais en gros, je vois un peu d'où vient cette question, parce que les gens, quand ils regardent, quand ils entendent le no-code, ils se disent « Ah non, mince, on n'aura plus besoin de développeurs dans le futur. » Mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, premièrement, d'un côté, personne ne peut prédire l'avenir, on ne sait pas ce qui va arriver dans 20 ans, donc ça d'un côté. Peut-être qu'il y aura des technologies qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et d'un autre côté, je pense que si on shift un peu les offres disponibles aujourd'hui vers comme vous avez dit, des solutions qui sont déjà prêtes, qu'on peut juste utiliser directement, bah, il faut quelqu'un pour développer ces solutions. Donc, on aura toujours besoin de développeurs. Moi, je dis que je ne vois pas un futur où on va se dire, bah non, tiens, on n'a pas besoin de développeurs, on peut juste créer un compte sur un site web, cliquer sur 2-3 boutons et on aura une application de gestion des abonnements téléphoniques. Ça ne va pas arriver facilement, en fait. Donc, voilà. Alors, une dernière question de Razali. Alors, vous savez, concernant le sujet de sécurité, il est à la fois très important pour le développeur et aussi pour l'exploitation. C'est pour cela que on développe beaucoup plus la notion, le concept de DevSecOps. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, ça, c'est un autre buzzword, comme on dit, qui est en train d'être utilisé et abusé des fois. Et en fait, l'idée pour les gens qui ne connaissent pas, c'est DevSecOps, c'est en fait l'idée d'implémenter la sécurité dans le process de développement des applications. Moi, quelques exemples que j'avais vus, c'est en fait, j'appelle pas ça du DevSecOps, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, j'ai vu, par exemple, les gens qui intègrent des solutions de scanning de code, de scanning des artefacts dans les pipelines. Genre, pour préparer un pipeline qui prend du code, qui le compile, qui le met en production, ben, on prend le code, on le compile d'abord, on fait des unit tests, on fait les tests fonctionnels. Après, on va faire, par exemple, quelque chose comme Static Code Analysis. Il y a un des outils que je connais qui est très réputé, c'est SonarQube, où c'est un outil qui va en fait scanner le code et s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur ou de problème d'implémentation dans le code. Donc, l'outil, en fait, il analyse le code et puis il cherche des patterns et pour dire, bah, voilà, telle variable, par exemple, a été initialisée mais jamais utilisée, telle variable a été initialisée, désinitialisée mais n'a jamais été enlevée, des trucs comme ça. Ou bien un for loop avec une condition qui fait que dans quelques cas spécifiques, bah, ça va juste looper en infini, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est une étape dans le pipeline. Après, on build l'artefact, donc on build le container ou bien le binaire. Et puis, il y a d'autres outils qu'on peut utiliser en fait pour scanner ce binaire. Je ne connais pas, en fait, je ne suis pas développeur Java, donc je ne peux pas parler des binaires du type jar ou par ou des trucs comme ça. Mais je parle, si je prends l'exemple des containers, il y a des outils comme Aqua Security, qui en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le container qui est buildé, qui produit, il va essayer de le diviser, donc il le divise en couches, les layers dans Docker. Il prend chaque layer, il fait un MD5, un checksum, et il vérifie ça contre une base de données de vulnérabilité pour dire est-ce que cette layer, parce que chaque layer, ça représente un fichier ou une librairie, et pour dire est-ce que cette librairie a une vulnérabilité très connue. Donc ça d'un côté, et puis le code il est déployé sur le cluster, et puis après il y a des outils en fait qui pendant l'exécution, pendant le run, ils te permettent en fait d'analyser par exemple les syscalls ou les calls du kernel qui sont faites par l'application, et pour dire bah tiens, cette application est en train de faire quelque chose d'anormal, pas normal, ou bien analyser le trafic réseau pour dire cette application est en train de faire quelque chose qui n'est pas normal, des trucs comme ça. Donc il y a beaucoup d'outils pour faire ça. Mais un peu, en gros, c'est ça mon expérience avec le DevSecOps. Merci beaucoup, Monsieur Abdelfatah. C'était
une conférence. Vous avez démarré notre cycle de conférences iTalk. Ça, nos étudiants, j'ai eu des échos sur ma messagerie, ils étaient ravis, ils ont bien maîtrisé le sujet, sachant que on a abordé plusieurs éléments. On a abordé le problème d'architecture, le problème de sécurité, bien sûr le cœur du sujet qui est le clouding avec bien sûr les différentes notions de conteneurs, avec aussi les concepts de DevOps, les concepts aussi de serviceless. Nous avons énormément. Maintenant, votre dernier mot, c'est pour nos jeunes étudiants au niveau de Innov. Dernier mot. Alors, d'un côté, premièrement, moi j'encourage les gens à aller d'être involved, comme on dit, je sais pas comment on dit en français, dans les communautés open source. C'est quelque chose que je pense qui est très important. C'est ce qui m'a aidé la carrière d'y aller, c'est d'être implémenté dans des communautés, dans des talks, des conférences, des trucs comme ça, des lives sur Internet. Et ça permet de rencontrer des gens, de se créer un réseau professionnel, etc. etc. Donc, il a juste écrit dans les commentaires CNCG Casablanca. Donc, c'est le Facebook et vous pouvez chercher CNCG _Casablanca et vous allez trouver la communauté Cloud Native que nous avons lancée avec Karim et que Driss est aussi un membre qui vient de proposer le concept que nous allons lancer prochainement. Il y a un live qui est préparé en fait le week-end, le samedi à 8h du soir, heure du Maroc, qui est un live avec des professeurs du monde académique pour parler en fait du cloud et du monde académique. Je ne serai pas présent malheureusement parce que je ne suis pas disponible, mais il y aura des gens pour animer la table ronde, c'est une table ronde de discussion. Donc je vous recommande d'aller voir ça. De deux, je vous recommande d'aller voir mon podcast, cloudcareers.dev, le podcast des carrières cloud. Et vous pouvez m'envoyer un email sur le site web si vous avez des suggestions, des questions, vous pouvez me les envoyer. Je serai ravi de les lire et si vous avez des invités que vous voulez proposer, je serai ravi de les avoir sur le podcast. Troisièmement, concentrez-vous sur les trucs fondamentaux, comme j'ai dit. Avoir une bonne maîtrise de tout ce qui est fondamental, programmation, architecture, système d'exploitation, base de données, etc., c'est nécessaire. C'est ça ce qui va vous permettre en fait d'apprendre après. Et la quatrième des choses, c'est aussi, c'est juste une recommandation personnelle, ne vous concentrez pas uniquement sur la technologie, le monde est fait de beaucoup plus de trucs intéressants, donc essayez de vous forger une patience vers autre sujet que la technologie, parce que la technologie, je vous dis personnellement, 15 ans après, des fois ça devient un peu boring, donc il faut avoir d'autres sujets qui vous intéressent, et d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec la technologie. Moi, personnellement, je suis intéressé par l'économie, la finance. C'est quelque chose sur lequel je passe beaucoup de temps à lire et me documenter, mais ça peut être n'importe quoi. Donc, essayez de vous forger c'est comme ça que vous allez vous forger aussi une personnalité. Et voilà. Et merci. Très bien. On était très honorés de vous avoir accueilli au sein de iTalk. Et j'espère qu'on puisse encore collaborer au niveau de Innov. Innov est ouverte bien sûr à toute suggestion dans l'avenir. Merci beaucoup, Siad Latif. Merci.